suite, j'irai la main à Wissem Benious pour sa présentation. On essaie un peu de tenir un peu un timing. Je suis un peu dur à la fin parce qu'effectivement, on a consommé pas mal de temps. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour ma présentation, moi, je ne l'ai pas orientée vers la présentation de ma carrière. Je l'ai plutôt orientée vers une analyse critique de la recherche scientifique. Et donc, j'ai choisi dans cette présentation d'évoquer 4 points. Je vais être très rapide et j'essaierai de respecter le timing. Donc, juste un aperçu général sur mes activités de recherche. Donc, je me limiterai à mes activités de recherche. Mes domaines de recherche, sachant que depuis quelques années, je suis plutôt dans la pluridisciplinarité et la veille pédagogique. Une petite analyse SWOT de la recherche scientifique et quelques axes d'amélioration pour la recherche scientifique de demain. Je ne vois rien. Est-ce que je peux agrandir ma présentation? C'est ça là. Donc, mes activités de recherche, c'est des activités de recherche très classiques. Hein. Et peut-être ce slide, il est destiné aux jeunes qui sont avec nous, qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le métier d'enseignant-chercheur. Donc, les activités de recherche, c'est des verbes, tout simplement. Le premier verbe, c'est publier, et surtout, c'est publier des articles dans des revues scientifiques classées. Et là, je rejoins Madame Jaziri parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance scientifique passe par ces publications classées. Deuxième verbe, c'est éditer et co-éditer des ouvrages. Et donc là, c'est surtout pour l'expérience de co-editing, c'est très enrichissant de passer par un groupe de recherche où on peut publier ensemble sur une thématique bien donnée. Participer à des conférences internationales pour la visibilité scientifique et pour l'insertion dans un réseau scientifique. Les conférences internationales sont un passage obligé pour les chercheurs. Donc, moi, par exemple, j'ai l'habitude de participer au congrès annuel de l'Académie de l'Association canadienne d'économie, de l'Association américaine d'économie, etc. Contribuer à la vulgarisation des connaissances à travers des revues professionnelles. Et là, j'ai commencé quelques petits projets, par exemple des publications en France avec Droit et patrimoine, où c'est des revues orientées vers les professionnels et qui permet ce passage de la recherche scientifique vers un public plus large. J'ai aussi quelques petites contributions en Tunisie à travers l'économiste maghrébin, par exemple, où c'est vraiment de l'économie pour le grand public. Évaluer et arbitrer, et là, c'est une activité scientifique qui est un peu non valorisée, on va dire, mais le fait de participer à l'évaluation et à l'arbitrage d'articles scientifiques nous permet aussi d'être à jour et de suivre ce qui se passe dans notre discipline ou dans notre domaine de recherche. J'organise également des colloques et des conférences dans le cadre de mes missions au sein de mon école de commerce. Encadrer des travaux de recherche, et là, ça fait quelques années où je vais plutôt vers la pluridisciplinarité. Et donc, j'encadre en économie, mais aussi j'ai des étudiants juristes, des étudiants gestionnaires, managers, etc. Et ça me permet à moi d'enrichir ma vision des choses, mais aussi permet un échange interdisciplinaire des étudiants. Et élaborer les supports de cours qui font partie de notre travail de recherche. Donc, un bon support de cours, c'est une reconnaissance de la valeur scientifique de l'enseignant qui a élaboré ce support.
Mes domaines de recherche, moi je l'ai dit tout à l'heure, s'il faut choisir 2 mots pour décrire mes domaines de recherche, je dirais j'évolue entre la pluridisciplinarité et la veille pédagogique. Il faut savoir que pour lire cette présentation très schématique de ce que je fais en recherche, mon domaine de recherche central, le cœur de ma recherche, c'est l'économie politique de la dette, sachant quoi que j'ai élaboré ma thèse de doctorat à Dauphine sur la gestion de la dette publique tunisienne. Aujourd'hui, je vais vers d'autres champs de recherche. J'évolue plutôt vers le défaut souverain, la gestion des crises internationales, etc. Mais aussi, il y a une branche que j'affectionne particulièrement, c'est plutôt la soutenabilité sociale et environnementale de la dette, ce qui m'a permis un petit peu d'aller du côté technique vers un côté plutôt ancré dans la société. Vu que je suis dans l'enseignement focalisé sur la finance et la gestion des risques, donc j'ai basculé petit à petit avec mes approches économiques vers la finance et l'innovation, donc vers les fintech, les blockchains, vers la digitalisation de la finance, vers les produits dérivés, vers la gestion des risques émergents, les cyber-risques, les risques climatiques, etc. Avec la crise Covid, j'ai découvert un autre champ intéressant, à mon avis, qui va façonner la manière de voir chez les économistes et chez les managers dans les années à venir. C'est ce thème de résilience. Et donc aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la résilience face aux crises, mais aussi face aux ruptures fondamentales. Donc la résilience, je l'analyse à 2 niveaux, au niveau microéconomique, donc au niveau des entreprises, quels sont les facteurs qui permettent aux entreprises d'être plus résilientes dans un cadre d'incertitude, et aussi au niveau macroéconomique, donc la résilience des politiques macroéconomiques face aux crises. Il y a un dernier axe vers lequel j'ai basculé cette année après la fondation de mon programme Finance et Data Performance, c'est comment repenser l'enseignement vers les nouveaux métiers, comment faire évoluer le contenu pédagogique des enseignements classiques vers les besoins du marché aujourd'hui et comment aider les étudiants à monter en compétences et avoir ce qu'on appelle une polyvalence pour répondre aux attentes du marché. Et donc là, j'ai une publication dans ce domaine, plus quelques projets en cours. Donc rapidement, si aujourd'hui on me demande ma vision des choses par rapport au métier d'enseignant-chercheur, j'ai essayé de jouer le jeu et de faire mon SWOT par rapport à ce que je fais. Donc je fais de l'auto-analyse stratégique. Donc je pense que dans notre métier, il y a des forces certainement. Donc ce qui me plaît peut-être le plus, c'est un métier dynamique, c'est un métier évolutif et c'est un métier aussi à fort impact sociétal, mais aussi à fort impact intergénérationnel. Et là, je pense qu'on est toutes d'accord sur ce facteur parce que le lien avec les étudiants nous permet toujours de rester jeunes, mais aussi de nous remettre en cause et en question tout le temps. Et donc, ça rapporte à notre carrière cette dynamique et chaque année, il faut revoir ses cours, il faut revoir sa pédagogie, il faut se remettre en cause, il faut améliorer notre approche, notre démarche, etc. Une autre force majeure de notre métier, c'est le statut de précurseur qu'on a par rapport à l'évolution de l'environnement, par rapport à la société. Donc, on est générateurs tous de nouvelles idées, de nouveaux mouvements, de nouvelles approches, etc. Ah ben, le côté peut-être plus ou moins négatif de ce métier, c'est un métier très prenant.
Et ça, on est tous d'accord. Pourquoi? Parce que la frontière entre tout ce qui est professionnel et privé reste floue. On ne compte pas les heures pour travailler un article de recherche ou pour préparer un cours ou pour suivre les étudiants pour les encadrer. Les critères d'évaluation et de reconnaissance scientifique ne font pas toujours l'unanimité. Tout à l'heure, on a parlé des revues qui sont classées, etc. Ce processus de formatage, on va dire, de la production scientifique et de la recherche scientifique peut être remis en cause aujourd'hui. Et la question, elle se pose. Cette année, le CNRS, par exemple, dit qu'il ne va plus faire le classement des revues. Donc, est-ce qu'il y a un petit problème par rapport à ce critère-là? Est-ce qu'il ne fallait pas trouver d'autres critères pour la visibilité et la reconnaissance des pairs par rapport à ce qu'on produit comme output scientifique? Le risque aussi d'isolement parfois et de décrochage parce qu'on est dans un métier où on est amené parfois à travailler seul. Et donc, l'appartenance à une structure de recherche est très importante et l'appartenance surtout à un projet de recherche avec des échanges et une certaine interdisciplinarité. Les opportunités, si on fait l'analyse par rapport à tout ce qui se passe dans notre environnement et qui peut avoir un impact sur la manière dont nous exerçons notre métier aujourd'hui. Je pense que parmi les opportunités ouvertes, c'est les possibilités d'évolution à l'international. C'est un métier où on peut facilement avoir de la visibilité si on travaille. Et aussi, le numérique aujourd'hui devient un accélérateur des processus d'acquisition et de partage des connaissances. Et ça, c'est une vraie opportunité pour nous, chercheurs, mais aussi pour les jeunes chercheurs. On a l'impression qu'il n'y a plus de frontières et il n'y a pas les chercheurs du Sud et les chercheurs du Nord. Aujourd'hui, tout le monde peut accéder à l'information et au savoir et à la connaissance. Les menaces, l'environnement aujourd'hui, il est relativement menaçant par rapport à notre métier de chercheur. La première menace, à mon avis, et ça a été dit, c'est la raréfaction des ressources de financement pour la recherche scientifique. Deuxième menace peut-être, et c'est plutôt caractéristique des pays en voie de développement, c'est le manque de structures de recherche et le manque de la structuration de la recherche autour de projets innovants, autour de projets interdisciplinaires, etc. Et enfin, c'est le menace aussi du numérique par rapport à la disponibilité de l'information aujourd'hui à un coût quasi nul. Donc, le métier de chercheur devrait être renouvelé et devrait être revu, repensé autrement, étant donné cette disponibilité de l'information de masse. Donc voilà, si vous avez encore 30 secondes pour finaliser un peu pour conclure. D'accord, ok. Donc, moi, j'ai défini les facteurs clés de succès pour ce métier à partir de mon expérience personnelle. Mais je reviens sur les axes d'amélioration. Les axes d'amélioration, tout se passe par un investissement dans la recherche scientifique, la construction de structures et de projets et d'unités autour de la recherche scientifique et surtout des programmes qui favorisent l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité et la pluridisciplinarité et de rendre la recherche au service de la société et de créer des passerelles entre le monde universitaire et la société. Mais vraiment, le dernier point positif sur cette présentation, l'économie. Les sciences économiques aujourd'hui, on a peut-être trois tendances. La première tendance, c'est une discipline qui se féminise. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que Christine Lagarde, à partir de son premier mandat au Fonds monétaire international, elle a ouvert un petit peu la voie. Et aujourd'hui, on a les trois directrices des grandes institutions internationales qui sont des femmes. Le deuxième facteur caractéristique, l'économie aussi se rajeunit aujourd'hui
Et on a le prix Nobel 2019, qui est une jeune chercheuse française, et on a aussi l'économiste en chef du Fonds monétaire international aujourd'hui, qui est aussi une jeune chercheuse. Dernier aspect, l'économie, c'est vraiment une science aussi de la diversité. Donc, lorsqu'on voit aussi qu'on a une économiste d'origine indienne et une économiste africaine dans les organisations internationales, donc nous gardons l'espoir et le cap très haut. Et j'espère que ça donnera envie aux jeunes qui nous suivent ce soir de suivre la voie des grands économistes. Merci pour cette belle présentation. On enchaîne